Donc maintenant, je donne la parole à Monsieur Franck Fourès, pardon, à Monsieur Jean-Christophe Pagès, excusez-moi, qui est président du conseil scientifique du Haut Conseil des biotechnologies. Monsieur Pagès, je ne sais pas où il est. Je suis là. Ah, il est là, il est là. Vous êtes là. Merci, monsieur le Premier vice-président. Merci, messieurs, mesdames les députés. Donc, je vais avoir une approche un peu complémentaire de nos amis de l'ANSES et qui sera un peu plus précise peut-être sur les données de l'article qui nous avait été demandé de commenter. Plus modestement que l'ANSES, le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies et le comité économique, éthique et social à qui nous avions rendu compte de nos travaux, donc, se sont attachés à visualiser l'étude qui avait été proposée et puis à en faire une analyse scientifique avec la rigueur scientifique qui est celle qui a toujours prévalu aux analyses, en particulier du comité scientifique. Donc pour ce faire, je vais reprendre la structure de la souche de rat qui avait été utilisée, puis faire des commentaires assez rapides. Je pense que je vais rattraper un petit peu du temps qui a été utilisé par l'ANSES. Et je conclurai par... non, mais je vais être assez rapide, vous allez voir sur certaines diapositives. Donc, et je conclurai par ce qui va nous attacher aujourd'hui, qui sont les perspectives et ce que l'on peut éventuellement faire. Alors, la souche de rat Sprague-Dawley est une souche qui est relativement ancienne, qui est une souche qui est connue pour faire des tumeurs, présenter des tumeurs de façon spontanée. Elle présente également d'autres anomalies, des anomalies hépatiques, des anomalies rénales de façon très très importante. Et vous voyez ici sur le schéma qui est présenté, donc une espèce d'historique. Alors il n'est pas exhaustif, mais il vous montre les variations d'apparition de tumeurs. Je me suis cantonné aux tumeurs mammaires, qui sont les tumeurs qui ont été présentées, comme vous le savez, au travers de la publication. Donc, il y a une oscillation entre 30 et 70% de tumeurs. Et ce qui avait été avancé, c'est que ces tumeurs pouvaient résulter de l'alimentation, en particulier en NK603 et en Roundup. Et on voit que sur l'historique, en définitive, ça a l'air relativement indépendant d'apparition. Donc nous sommes attachés à une étude en particulier qui est ici, qui était une étude interne au fournisseur de rats qui est la société Arlan, et nous avons repris les fréquences de ces tumeurs chez le rat, donc on est dans la fourchette, et on a vérifié que ces rats avaient été nourris par une alimentation qui était exempte d'OGM. Donc ces OGM n'avaient été traités ni par le Roundup, ni... Alors, vraisemblablement peut-être par d'autres herbicides, mais en tout cas pas par le Roundup, et toutes les autres alimentations des rats de laboratoire contiennent des aliments qui sont issus de cultures vraisemblablement traitées. Donc, premier constat, les rats font spontanément des tumeurs et avec des oscillations relativement importantes. Ça nous a permis, au travers d'une analyse qui a été produite par notre statisticien, nous avions mandaté 2 statisticiens. Je ne suis pas revenu sur la structure du groupe de travail qui avait été mis en place, vous la trouverez dans notre avis. Donc ça nous a permis de voir les différents groupes, autant les groupes contrôle qui sont en bleu que les groupes qui sont l'objet du test, et de voir qu'ils se distribuaient de façon homogène et qu'il n'y avait pas de groupe qui sortait du lot. Peut-être le groupe contrôle femelle qui est un peu particulier, mais globalement, l'ensemble de ces groupes était dans la distribution que l'on pouvait attendre de cette étude, de cette souche, pardon. Donc on ne peut pas conclure qu'il y ait une différence d'apparition de tumeurs et de relation tumeur-survie chez ces rats. Ensuite, une des revendications était l'apparition plus fréquente et plus précoce de ces tumeurs. Là encore, on a fait une bibliographie relativement exhaustive et c'est un peu difficile à voir, mais ce que l'on constate, c'est que aussitôt que 12 semaines, des tumeurs apparaissent chez les animaux de laboratoire. Donc là encore, on ne peut pas dire qu'il y ait une différence entre la souche Sprague-Dawley standard, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'origine, et ce qui est observé dans l'étude.
Ensuite, il y avait une revendication qui était une revendication d'anomalies biologiques. Alors, ces anomalies biologiques, elles ont été validées statistiquement. Bon, nous avons fait dans notre avis un commentaire sur l'analyse statistique, mais bon, admettons qu'elle soit correcte. Est-ce qu'elle est indicatrice d'une atteinte physiopathologique particulière? Alors on constate une première chose, c'est que les données biologiques sont obtenues à 15 mois. Il y a eu des séries, mais celles qui sont commentées dans l'article sont celles qui sont obtenues à 15 mois. Et que, en revanche, les données histologiques sont des données qui sont obtenues en fin d'étude, on ne sait pas d'ailleurs très précisément, et en tout cas à l'autopsie des animaux. Donc là, ça pose une question de temps entre l'observation histologique et la validité des données biologiques. De plus, sur aucune des données histologiques, il n'est présenté de fréquence de ces anomalies. On ne sait pas, sur un même foie en fait d'animal, traité ou non, on peut trouver une zone morphologiquement normale et une zone anormale. On ne sait pas d'où vient quoi, et il n'y a aucune donnée. Donc ça ne renforce pas ces observations en termes d'anomalies. Les atteintes rénales, donc la revendication d'anomalies rénales est basée essentiellement sur un recueil des urines. Toutes les autres anomalies qui sont revendiquées, en fait, sont un peu discordantes. Je vais vous le montrer. Les anomalies hépatiques, il en est de même, et les désordres hormonaux qui sont utilisés comme des variables explicatives des tumeurs, pour nous, ne sont pas supportés par les données. Alors, je vais passer rapidement sur ces anomalies rénales. Vous voyez ici une des figures. Il y a plusieurs paramètres qui sont liés les uns aux autres, donc qui ne sont pas indépendants, donc c'est normal qu'ils varient de la même façon. Mais ce qui est étonnant, c'est que le paramètre central de l'insuffisance rénale, qui est théoriquement l'augmentation de la créatininémie, la créatinine dans le sang, eh bien, lui se trouve diminué. De la même façon, le potassium, qui est un autre paramètre, se trouve diminué. Et enfin, un paramètre qui était attendu, qui était la présence de protéines dans les urines, n'est pas retrouvé non plus. Donc les paramètres hépatiques, je ne vais pas m'étendre dessus. Donc nos conclusions sont relativement simples. Sur le plan observationnel, puisqu'il y a une première partie qui était purement observationnelle, on ne peut pas distinguer la souche de race Prague-Donnelly de l'étude du comportement, et quels que soient les traitements qui lui ont été donnés, de la souche standard. Sur le plan biologique, donc, il y a des différences statistiques, mais elles ne sont pas corroborées par aucune des analyses qui sont présentées. Il n'y a pas de cohérence physiopathologique. C'est la raison pour laquelle le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies avait conclu qu'il n'y avait pas d'indication de risque sanitaire à la suite de cette étude. Voilà pour la première partie. Donc maintenant, quelles sont les suites? Nous sommes dans la suite de cette étude. Donc je crois que ce qui est important et ce qui a été vraiment extrêmement délétère, c'est la délégitimation des instances d'expertise, tant sur le plan français que sur le plan européen. Et là, je dois dire qu'il faut que nous retrouvions une légitimité de ces instances d'évaluation. La diversité des instances dans les États membres, la diversité, la compétence et la sélection des experts dans les instances, comme le Haut Conseil des biotechnologies, me semble très très largement suffisante. Elle est plurielle, elle est très contradictoire, je peux vous le garantir, de par les discussions que nous avons au moins au comité scientifique. Et je crois que c'est important de renforcer ces questions. Il faut également que nous puissions rappeler la portée des études réglementaires actuelles, qui sont de 3 ordres. C'est bien confirmé qu'elles sont des indications et que c'est parce que il n'y a eu rien de révélé à l'occasion de ces études que les autorisations ont pu être données. Bon, maintenant, une des questions qui nous avait été posée au travers de la saisine que nous avions reçue conjointement avec l'ANSES était de savoir si l'on devait ou non réviser les lignes directrices. Donc c'est un travail qui est un travail de relativement longue haleine, qui est un travail qui a déjà été entrepris de façon récurrente par l'AFSA qui a précédé l'ANSES. L'EFSA le remet assez régulièrement sur
son agenda. Et donc, c'est une question que nous allons aborder. Donc, je ne vais pas vous donner la méthodologie précise, je crois que c'est totalement inutile. Donc, les limites des études réglementaires, nous les connaissons. Le comité scientifique du HCB les rappelle de façon relativement régulière. Les pétitionnaires parlent très souvent d'innocuité, alors même qu'ils n'ont pas la puissance statistique pour pouvoir revendiquer cette question. Néanmoins, il n'est pas objectivé de toxicité, ce qui explique peut-être les décisions qui sont prises. Alors, quelles vont être les orientations, il y a plusieurs travaux qui sont en cours, en particulier sur le plan des financements européens. Il y a 2 projets qui sont un qui a démarré, qui est le projet GRACE, qui va revoir ces études d'amont avec cette préoccupation de diminuer le nombre d'animaux qui sont mis en œuvre dans ces études, et puis un projet à plus long terme auquel nous croyons relativement bien, qui est cette question de la surveillance épidémiologique. Et probablement la situation dans laquelle nous sommes actuellement provient en particulier de cette absence de données de suivi épidémiologique qui aurait pu constituer une espèce de garde-fou sur les éventuels effets des OGM. Voilà.